Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la leçon 123, corps fini et application. Alors c'est une leçon qui laisse personne indifférent, les corps finis, il y a des gens qui aiment bien, parce que c'est fini, c'est dominable quoi en quelque sorte, et puis d'autres, ils en ont peur. Alors bon, ceux qui en ont peur, j'ai envie de leur dire, alors les gens qui ont peur des corps finis, qui disent que c'est difficile, j'ai envie de leur dire, ok, les corps finis c'est difficile, 0,1 est un corps fini, donc 0,1 est difficile. Ok, c'est un sophisme. Bon, allons-y. Corps fini, je dirais d'abord un grand 1, généralité. Voilà, on va dire les généralités. Après, on va voir les corps finis dans le monde des espaces vectoriels, dans le monde de la réduction, dans le monde des formes quadratiques, dans le monde, évidemment, de la théorie des corps, vraiment, et des polynômes, et des équations, etc. Mais on commence par un bon chapitre de généralité. D'abord, peut-être à placer dans le 6 minutes les motivations. Évidemment, il y a application ici. On a envie de quoi? De résoudre des équations diophantiennes dans Z et de les réduire modulo P. Ou alors, de factoriser des polynômes sur Q, ou de les factoriser sur Z, d'accord? On sait quand même qu'il y a un lien entre les deux, et ensuite de réduire ces polynômes modulo P. C'est facile de voir que si un polynôme est irréductible modulo P, alors, un polynôme, un coefficient dans Z, hein, alors il est irréductible forcément sur Z. Donc c'est quand même déjà des motivations au départ, qui nous donnent envie de construire, de classifier les corps finis. Alors, avant la construction que je mettrai ici, je commencerai par un bon prequel. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire a priori d'un corps fini? On prend un corps qui est de cardinal Q, eh bien forcément, on sait que Z va s'envoyer sur le corps, parce qu'ici il va y avoir l'unité, et donc il va y avoir les sommes de l'unité, et donc il va y avoir ici Z qui va s'envoyer là, mais Z ne peut pas s'injecter dedans, il peut juste s'envoyer. Et ce qui va s'injecter, c'est Z sur PZ, et comme K est un corps, il est intègre, P est forcément premier. Donc on a ce qu'on appelle le sous-corps premier, Z sur PZ. Ce qui fait que Fp, voilà, Z sur PZ, s'injecte dans K, et donc K devient un Fp espace vectoriel, ce qui fait que le cardinal de K, c'est forcément une puissance de P. Ça, c'est des choses que vous pouvez dire déjà a priori, sans avoir construit et classifié les corps finis, ce qui viendra plus tard. Si on a deux corps finis emboîtés, comme ceci, forcément, de la même manière, le cardinal de L va être égal au cardinal de K, puissance la dimension de L sur K. Ici, on a un espace vectoriel naturel par la multiplication, puisque K est inclus dans L et que L est muni d'une multiplication. Encore quelque chose qu'on peut dire a priori. Ici, on va avoir un groupe K étoile multiplié, parce que K est un corps. Eh bien, il est cyclique. Alors, il y a plusieurs méthodes, et toutes utilisent, en tout cas je pense, qu'un polynôme de degré D possède au plus des racines sur un corps, K. Si on se permet le théorème de structure, c'est-à-dire qu'ici on a un groupe abélien fini, alors il se décompose en produit de groupes cycliques. Avec la divisibilité, ici on va avoir A2 qui divise A1, A3 qui divise A2, c'est-à-dire AI plus 1 divise AI. Eh bien, on voit qu'ici, on va avoir A1 va annuler tous les éléments, mais il va annuler aussi les éléments ici. Et ici, il y a déjà A1 élément. Alors, pour un groupe additif ici, ça revient à un groupe multiplicatif ici. Ça veut dire que x puissance A1 moins 1, quand on passe en multiplicatif, va posséder au moins A1 racine, à une racine ici, mais plus si on a une décomposition plus grande que juste le groupe cyclique. Donc ce qui veut dire que K est forcément égal à 1 à cause de cette majoration. Donc on sait que K étoile multiplie est cyclique. Alors, petit exemple amusant, est-ce que 10
engendre Z sur PZ étoile. Par exemple, pour P égale 3, évidemment non, puisque 10 modulo 3, c'est 1. Bien sûr, il faut que P soit différent de 2 et 5, sinon il n'est même pas dedans. Donc on commence à 7. Et en fait, vous vous rendrez compte que 10 engendre Z sur 7Z étoile. Et l'effet que ça en a directement, mais même pour des enfants, c'est que 1 sur P, c'est-à-dire 1/7, va avoir une période dans son écriture décimale de 7 moins 1, c'est-à-dire de 6. Et on a en général que 10 engendre Z sur PZ étoile, si et seulement si 1 sur P est égal à... donc il va y avoir une période, une plus petite période de P-1. C'est ce qu'on appelle les nombres premiers longs. Et il y a des conjectures d'Artin, il y a de la belle arithmétique derrière. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Maintenant, on est quand même chaud pour la construction. Et on commence par une analyse synthèse. Il y a le théorème de Lagrange, puisqu'on a dit groupe fini ici, groupe multiplicatif fini. Donc là, Lagrange vient, c'est la première étape. Donc ici, si x est dans k étoile, comme k étoile est le cardinal q-1, ça fait x puissance q-1 égale 1. Je vous rappelle que q, nécessairement, aussi par analyse, c'est p puissance n. Donc maintenant la synthèse, bien, on construit le corps de décomposition de x puissance q moins x, donc j'ai juste multiplié par x pour intégrer 0, puis c'est plus joli, c'est plus harmonieux comme ça, sur fp. Alors le corps de décomposition, autant le corps de rupture, généralement on peut vous poser des questions, normalement un candidat à la grecque, le corps de rupture, il doit bien connaître, mais le corps de décomposition, le corps finalement, le plus petit corps qui va contenir toutes les racines dans une extension de fp, c'est quelque chose sur lequel on ne vous posera pas trop de questions. C'est un peu compliqué quand même, surtout l'unicité. Bon, l'existence, ça se fait par récurrence, l'unicité est un petit peu difficile. Vous pouvez parler de corps de décomposition sans avoir peur d'un retour violent du jury. Et bref, on regarde le corps de décomposition de xq moins x sur fp. Donc c'est le corps, le plus petit corps, qui va contenir toutes les racines dans une extension de ce polynôme. Et là, on remarque une chose, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et typique des corps finis, c'est que si on regarde l'ensemble juste des racines de xq moins x, eh bien ça va être exactement le corps. C'est-à-dire que, bon, exceptionnellement, le corps de décomposition d'un polynôme est exactement égal à l'ensemble de ses racines. Là, ça paraît complètement fou. Hein. Alors, regardez pourquoi. Parce que vous avez xq, si on a une racine, vous prenez xq égale x et yq égale y, ben vous voyez que xyq est encore racine, ça c'est facile, et x plus yq est encore racine. Pourquoi? Parce que q est une puissance de p, et quand on va regarder x plus y puissance p, ben on le décompose avec le binôme de Newton, mais comme on est en caractéristique p, eh bien, les coefficients qui ne sont pas extrêmes du binôme ben, sont tous nuls, et donc ce qui fait que ici, on va encore avoir x plus y. Finalement, ça veut dire que le corps K, l'ensemble des x, tel que x puissance q égale x, dans le corps de décomposition de xq moins x, d'accord ? Il fallait bien aller chercher x quelque part, eh bien c'est un corps. Et par minimalité du corps de décomposition, c'est égal donc au corps de décomposition. Et ça y est, on a construit, et même avec cette égalité, on voit qu'il y a unicité à isomorphisme près. Donc il y a existence pour Q égale P puissance N de FQ, et unicité à isomorphisme près d'un corps fini. Comme exemple, vous allez avoir, par exemple, bon, il est bon de connaître F4, comment on va le construire. En fait, au départ, on construit en théorie comme un corps de décomposition, mais c'est pas très pratique de le construire comme ça, hein, de construire FQ comme ça. On essaye plutôt de trouver un polynôme irréductible, et ensuite de construire un corps, par exemple F4, 4 c'est 2 puissance 2, ça veut dire qu'il faut chercher
un polynôme sur f2 qui est irréductible et de degré 2. Et là, une fois qu'on l'a, là c'est x2 plus x plus 1, et bien une fois qu'on l'a, c'est terminé. On crée le corps de rupture de ce polynôme irréductible, et par unicité, on a, ce sera f4 à isomorphisme près. Pareil, f9, on voit bien que x2 plus 1 est irréductible sur f3, parce qu'il est de degré 2 sans racine sur f3. Ça, c'est vite vu, hein, quand même. C'est facile, les corps finis, hein, quand même, c'est fini. Et ici, x2 plus 1 étant irréductible, f3 de x quotienté par x2 plus 1, forcément, ça va être un corps par irréductibilité, et sa dimension sur f3 va être 2, ici, le degré, donc il va être de cardinal, 3 puissance 2, et ça va être 9. Et par unicité, ça va être isomorphe à f9. Et ça va être aussi isomorphe, par exemple, à ceci. Alors x2 plus x moins 1 est irréductible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de racine. Pourquoi? Comme 3 est différent de 2, j'ai le droit d'utiliser le discriminant. Et le discriminant, c'est 1 plus 4. Donc ça fait 5. 5 modulo 3, ça fait 2. 2 n'est pas un carré, c'est moins 1. Ce n'est pas un carré, modulo 3, donc ça c'est irréductible, parce qu'il n'a pas de racine et qu'il est de degré 2. Et donc forcément c'est f9, et ces deux-là vont être isomorphes, parce qu'ils sont par unicité, ils sont isomorphes à f9. Donc là on se rend compte qu'on a obtenu un corps, mais il n'arrive pas tout seul. C'est un petit peu comme C quand on le construit sur R, hein, c'est R de x quotienté par x2 plus 1. Il arrive forcément avec une conjugaison, c'est-à-dire que x2 plus 1 possède deux racines, i et moins i. Voilà. Et à chaque fois, un polynôme réel, les racines d'un polynôme réel, elles vont arriver avec deux éléments. Hein. Et là, pareil, on a construit un corps, mais avec ici un automorphisme. Regardez, on a montré que f de x égale xp est un isomorphisme du corps fq. Bon, c'est facile, donc c'est un morphisme donc, pour la multiplication, pour l'addition. Il est clair qu'il est iso. Pourquoi? Parce qu'il est injectif. D'accord? X puissance p égale 0, ça implique par intégrité que x égale 0. Et donc il est surjectif parce qu'on va d'un ensemble fini vers un ensemble fini. Donc on a un isomorphisme de corps fq, un petit peu comme le bar. Ça va nous changer du bon vieux bar dont on avait fait un peu le tour, comme isomorphisme de C, laissant fixe R. Donc là, qu'est-ce qui laisse fixe? F de x égale x. Si et seulement si, x appartient à fp, puisque si et seulement si, xp égale x. Par Lagrange, xp égale x, c'est vérifié par tous les éléments de z sur pz. Et réciproquement, comme xp moins x ne peut posséder au plus de p racines, eh bien, on a toutes les racines. Donc on a bien que f de x égale x, si et seulement si x appartient à fp. Et ça, c'est important, aussi important que dans C, où on dit qu'un complexe est un réel si et seulement si il est bar invariant. Voilà. Et de la même manière, f puissance m de x égale x, si et seulement si, f puissance m de x, c'est x puissance p m de x, et donc ça, si et seulement si, x est dans f pm, d'après ce qu'on a vu là. Donc le Frobenius, Monsieur Frobenius, l'automorphisme. S'il devait y avoir une pub, le slogan, ce serait le Frobenius, c'est bon pour ton corps. Alors un grand 2, corps fini et structure algébrique. Évidemment, dès que vous dites corps, c'est la porte ouverte à l'algèbre linéaire. Alors tout ce que je vais dire ici, à partir de maintenant, c'est dans Carnet de voyage en algébrie, ou à la limite dans Nouvelles histoires et Denise de groupe et de géométrie. Alors, algèbre linéaire, oui, on a E, un espace vectoriel sur un corps. Le corps, c'est la base pour les espaces vectoriels, finalement. Et on va prendre dim de E égale n. Eh bien, on peut calculer facilement le nombre de parties libres de E sur K, le nombre de bases, du coup, oui, puisqu'une base, c'est une partie libre qui a n éléments, et par dualité, grâce à la dualité, le nombre de parties génératrices. D'accord? Il va y avoir un lien entre le nombre de parties libres et le nombre de parties génératrices. Ça, c'est un lien intéressant. Du coup, grâce au nombre de bases, on va pouvoir calculer le cardinal du groupe
linéaire GLN de K. Et je vais l'appeler G indice n. C'est Q puissance n moins 1, hein, donc le corps K est de cardinal Q, hein, facteur de Q puissance n moins Q jusqu'à Q puissance n moins Q puissance n moins 1. Et avec ça, avec ce cardinal, muni de ce cardinal, on va pouvoir créer des actions de groupe. Par exemple, première action de groupe naturelle sur les sous-espaces de dimension K. Il va y avoir une action de groupe, ça va être transitif. Donc, GLN de K agit sur les sous-espaces de E de dimension K, transitivement, c'est facile à voir. Et donc on peut, en regardant des stabilisateurs, et en utilisant la formule des classes, calculer le cardinal, le nombre, si vous voulez, de sous-espaces de dimension K. On a aussi la même chose, on peut calculer des drapeaux. On peut trouver aussi des isomorphismes exceptionnels, par exemple S3, donc un lien entre les groupes linéaires sur corps fini et les groupes de permutation. C'est un lien intéressant. Par exemple, GL2 de F2 est isomorphe à S3. Et ça s'obtient en faisant justement agir GL2 de F3 transitivement sur les droites de F2 carré, de l'espace vectoriel F2 carré. Et pareil, on peut obtenir, tout en agissant sur les droites, sur des droites bien choisies, un isomorphisme entre A5, le groupe alterné, et SL2 de F5, quotienté par les homothéties de SL2 de F5. Donc là, c'est pas tout à fait F5 étoile, les homothéties. Parce que bon, c'est pas toutes les homothéties, ne sont pas forcément de déterminant 1. Voilà. Alors maintenant, deuxièmement, une fois qu'on est dans l'algèbre linéaire, on rentre de plein pied dans la réduction. Et on commence par dire que A, une matrice de N de K, est diagonalisable. Il y a un critère vraiment très très simple. Si seulement si A puissance Q, donc Q c'est toujours le cardinal de K, est égal à A. Voilà. On peut calculer, c'est toujours dans CVA, le nombre de matrices diagonalisables. Et si j'appelle Dn sur FQ, sur 4 cardinal Q, le nombre de matrices diagonalisables en dimension n, eh bien, en taille nn, matrice carrée de taille n, eh bien la somme pour n supérieur à 0 de dn sur gn zn, je construis ma petite série génératrice, c'est égal à la somme de zn sur gn, le tout à la puissance q. Donc ça permet de calculer les dn. On peut aussi calculer le cardinal du cône nilpotent. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce monde-là, tout est fini et tout est calculable. Ça permet de vérifier si on a bien compris les notions fondamentales du domaine. Enfin, forme quadratique. Ah oui, forme quadratique. Alors dans ce cas-là, FQ est forme quadratique. Les méthodes vont demander que P est un nombre premier impair. On va devoir se passer de P égale 2. Il y a d'abord le symbole de Legendre sur FP, AP, qui est égal à A puissance P-1 sur 2, voilà, et qui va jouer le même rôle que le signe dans R. C'est-à-dire le signe dans R, il nous dit si un élément est un carré ou pas, dans R étoile, on va dire. Ici, pareil, sur K étoile, on va avoir un morphisme qui va aller dans 1-1, c'est AQ, cette fois-ci, je généralise pour Q égale P puissance n, et je regarde A puissance Q-1 sur 2. Voilà. Eh bien, d'après Lagrange, au carré, ça fait 1. Ce qui veut dire qu'on va aller vers 1-1 quand on va à A lui associer A puissance Q-1 sur 2. Et on montre que 1, on obtient 1 si on a un carré, si et seulement si, et moins 1 si on n'a pas un carré. Alors, vous voyez que ça va servir pour toutes les équations du second degré, même plus. Par exemple, pour les matrices. Regardez, vous avez ce critère, vous prenez deux matrices symétriques, on va les supposer inversibles, de taille n. Eh bien, A et B sont congruentes, c'est-à-dire elles définissent la même forme quadratique à changement de base près, si et seulement si le symbole de Legendre, ici généralisé pour Q, de leurs déterminants, sont égaux. Voilà, c'est quand même assez extraordinaire comme application. Vous pouvez avoir la loi de réciprocité quadratique que vous trouverez dans Nouvelles histoires hédonistes
de groupe et de géométrie. La réciprocité quadratique, en gros, elle dit que si P et Q sont deux nombres premiers impairs, alors on connaît le résidu quadratique de Q modulo P si l'on connaît le résidu quadratique de P modulo Q. Donc ça permet de calculer très facilement ces résidus, parce que cette formule, elle est théorique pour montrer qu'on a un morphisme, mais elle n'est pas pratique. Vous n'allez pas mettre à la puissance P-1 sur 2. P, c'est des nombres premiers qui peuvent être assez énormes. Encore quelque chose, on avait vu tout à l'heure les nombres premiers longs, avec ces 1 sur P et la période de 1 sur P dans son écriture décimale. Voici un petit exercice. Quelle est la 601e décimale de 1 sur 1201 ? Eh bien, ça se fait avec le symbole de Legendre. C'est quand même assez intéressant de le voir. Vous pouvez le voir dans le carnet de voyage en algèbre. Autre chose de carnet de voyage en algébrie, A et B sont congruentes sur K si et seulement si elles sont congruentes sur une extension de degré impair. Voilà. Bon. Des petites choses sur les formes quadratiques et corps finis. Maintenant, on va terminer sur les corps finis, mais dans la théorie des corps. C'est peut-être la partie la plus délicate, la partie qui donne le plus d'applications. Alors, corps fini dans la théorie des corps, où corps fini est polynôme, par exemple. Et c'est là où il y a quand même beaucoup d'applications. D'abord, je commencerai par là. Ça me paraît fondamental. Vous avez P, un polynôme de fp de x, et vous regardez, bien sûr, c'est ça qui est intéressant finalement dans la théorie des corps, c'est qu'il va avoir des racines, on va aller chercher ces racines dans une extension. De la même manière que x2 plus 1 sur R, on va chercher ces racines dans C. Et on va appeler R l'ensemble de ces racines qui vont être dans une extension finie, et dans un corps fini finalement, K. Et maintenant on regarde le Frobenius, eh bien on montre que si alpha i est une racine de P, le fait que le Frobenius laisse Fp invariant, ça va impliquer que f de alpha i est forcément encore une racine. C'est une racine qu'on va appeler donc du coup alpha j de P. Ce qui veut dire en gros que le groupe engendré par le Frobenius, eh bien, il agit sur l'ensemble des racines. Il envoie une racine sur une autre racine, en quelque sorte. Donc, ça donne une notion de racine conjuguée par rapport à Fp. De la même manière que sur C, on avait la conjugaison. D'accord ? Ça veut dire quoi la conjugaison ? C'est Z donne Z bar. Ben oui, ça veut dire que Z et Z bar appartiennent finalement à la même famille, parce que c'est les deux racines d'un même polynôme. Bon, si Z n'appartient pas à R, sinon je suis en train de parler de Z égale Z bar. Mais si Z est différent de Z bar, on va avoir x moins Z facteur de x moins Z bar, qui va être un polynôme réel, irréductible, et qui va donner lieu à ces deux racines. Donc voilà, c'est comme Romulus et Rémus, voilà, ils sont conjugués, ils viennent de la même louve, quoi, en quelque sorte. Bon, eh bien, ici, c'est pareil. Ce qui va faire que P est irréductible sur Fp, si et seulement si on a une action transitive, en gros. Bon, alors ça, vous pouvez voir ces preuves dans CVA, c'est fait assez correctement. Et donc, plus généralement, si P est un polynôme quelconque, pas forcément irréductible, la décomposition de P en irréductible revient à décomposer R en orbite pour le groupe engendré par le Frobenius. Voilà. Ça, un peu comme sur R, vous prenez un polynôme réel, le fait de le décomposer sur R, ça veut dire quoi ? Il va être produit de x moins alpha avec alpha réel, et x2 plus bx plus c avec un discriminant négatif, eh bien, vous voyez bien que décomposer ce polynôme P sur R revient à regarder toutes les racines conjuguées. Et là, c'est pareil. On regarde les orbites de racines, mais cette fois-ci, c'est un peu plus joli.
un peu plus exotique, les orbites ne sont pas réduites à des singletons ou des paires. On peut avoir des orbites de cardinal n très grands, hein, aussi grands qu'on veut. Et ça, c'est intéressant, ça nous change un peu de notre petite conjugaison étriquée sur C. Ok. Alors, quelques applications. La décomposition de phi n bar en irréductible modulo P, eh bien, en fait, on sait à peu près la forme de cette décomposition, et on peut montrer, par exemple, qu'il est irréductible modulo P, il reste irréductible, on sait que phi n est irréductible sur Z, je suis en train de parler du nème polynôme cyclotomique, il reste irréductible modulo P, si et seulement si P bar engendre Z sur NZ étoile. Vous voyez, on est dans l'arithmétique avec ces jolies réciprocités, vous voyez, ces lois de réciprocité, vous voyez, N modulo P et P modulo N. Autre chose, alors ça que vous ne trouverez pas dans CVA ni dans H2G2, mais que vous pouvez trouver dans OROX ENS, le polynôme x puissance p puissance n moins x se décompose sur fp, donc ça c'est irréductible sur fp, c'est exactement le produit de tous les polynômes irréductibles sur fp de degré d qui divise n. Entre parenthèses, ça nous donne que Pn, on regarde juste les degrés, et ça nous donne finalement Pn égale à la somme des degrés donc de D fois le cardinal des irréductibles de degré D sur Fp. Voilà. Donc vous voyez, vous avez une formule comme ça, hein, Pn égale à la somme de D fois ce cardinal, on va dire, de I, D, P. Voilà. C'est assez sympa. Et grâce à la formule d'inversion de Möbius, on arrive à trouver ces cardinaux. On peut compter le nombre d'irréductibles de degré D sur Fp. C'est très joli, vous pouvez trouver ça dans OROX ENS. Alors, les applications, on l'avait dit dès le départ, pour les équations diophantiennes, vous pouvez donner l'exemple qui est dans CVA, x2 plus y2 moins pz2, dans le cadre où P est congru à 3 modulo 4, où la seule solution, ça va être 0, 0, 0. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller plus loin avec P congru à 1 modulo 4, où là, on va tirer des solutions. Alors ça, c'est en relation, justement, avec quelque chose d'important, encore une jolie réciprocité arithmétique. Z de I, l'anneau des entiers de Gauss, quotient T, vous prenez P premier toujours, par P, par l'idéal engendré par P, mais cette fois-ci dans Z de I. P n'a plus aucune raison de rester irréductible dans Z de I, puisqu'on est monté d'un grade. Eh bien, c'est isomorphe à Fp de X, quotienté par x2 plus 1. Vous voyez que le x2 plus 1 ici passe au quotient par rapport à z de i, et le p qui était au quotient en premier est là. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir démontrer, et qui permet de déterminer quels sont les p qui restent irréductibles, qui étaient premiers, mais dans z, et qui restent irréductibles dans z de i. Et aussi, on part sur des problèmes de représentation d'un nombre premier par une forme quadratique binaire. Alors ça, vous pouvez trouver ça là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, le premier exercice, c'est quand est-ce que P est une somme de 2 carrés. Et là, la réponse, c'est que c'est une somme de 2 carrés, si et seulement si P égale 2 ou P est congru à 1 modulo 4, et c'est lié au fait que ici, on a une explosion de P, donc ceci n'est plus intègre, et donc ceci, P devient A2 plus B2, donc A plus IB, facteur de A moins IB. Et donc ceci n'est plus intègre non plus. Donc x2 plus 1 n'est plus irréductible. Et du coup, comme x2 plus 1 n'est plus irréductible, ça veut dire que moins 1 est un carré. Et donc il y a le symbole de Legendre qui intervient dans cette histoire-là. Voilà. Enfin, dernière application, théorème de progression arithmétique de Dirichlet. Version faible. Hein. Donc
finalement qu'il existe dans une suite arithmétique de premier terme 1 et de raison n, une suite arithmétique entière, eh bien il va y avoir une infinité de nombres premiers. Alors après, il y a aussi les développements, hein. Ça j'en parlerai plus tard, et dans les développements, il y a aussi des méthodes de factorisation qui sont importantes, bon, comme Berlekamp, Cantor-Zassenhaus, etc., pour pouvoir vraiment décomposer et résoudre, hein, des choses modulo P. Mais ça, ce sera pour plus tard. On a terminé pour aujourd'hui.